Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait deux nouvelles méthodes de calage qu'on a développées pour le calage de modèles hydrologiques en contexte de changement climatique. Donc, je vais vous en présenter deux, mais je vais mettre l'emphase peut-être sur une. Donc, c'est pour ça que c'est au singulier. Donc, je voulais remercier Marie Mainville et Louis-Alexandre Leclerc, deux chercheurs à l'IREC qui m'ont beaucoup aidé dans le développement de ces méthodes-là. Donc, je vais commencer par vous parler des objectifs de notre projet. Je vais survoler la méthodologie, puis donc les stratégies de calage, ils vont être expliquées ici. Je vais parler un peu du contexte mathématique parce que c'est vraiment ma spécialisation, donc c'est là que j'ai apporté ma contribution. Puis, je vais survoler les résultats, puis conclure. Donc, les objectifs du projet, comme Milly et Dunn l'ont écrit, on sait qu'il y a une surestimation de l'augmentation de l'évapotranspiration par les modèles hydrologiques conceptuels quand on regarde en contexte de changement climatique. Puis cette surestimation-là, elle a un impact direct sur le changement du ruissellement anticipé. Donc, pour une entreprise comme par exemple Hydro-Québec, faire des projections en changement climatique, c'est très important. Puis depuis tout à l'heure qu'on en parle, donc de l'importance de ces projections-là. Donc, ce problème-là, en fait, notamment au niveau de l'évapotranspiration, étant donné qu'on a peu ou pas d'observation des processus hydrologiques intermédiaires, c'est difficile d'y pallier. Donc, nous, notre but, c'était de développer une méthode de calibration offrant une paramétrisation robuste et transposable en changement climatique. Puis, pour y arriver, on a vraiment travaillé justement sur le processus d'évapotranspiration par l'intégration de sources de données externes. Donc, vu qu'on n'avait pas de données observées, on s'est servi de sources de données externes. Puis, je cite Bevan et Westerberg qui disent que beaucoup d'efforts sont mis dans la recherche sur la calibration, mais trop peu sur la physique des processus. Puis, dans mon projet, on a vraiment essayé de conjuguer les deux. Donc, on a aussi intégré les caractéristiques du problème au processus d'optimisation, donc notamment Douane dans son article de 92. Il décrivait les caractéristiques du problème de calibration de modèle. Donc, on sait qu'on a affaire à une fonction non convexe, non lisse, une fonction avec beaucoup de vallées, beaucoup de minima locaux. Donc, c'est des caractéristiques qu'on connaît, puis en les intégrant au processus d'optimisation, on vient gagner sur la performance de nos algorithmes. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait ici. Donc, au niveau de la méthodologie, on a regardé plus précisément le bassin Cagna-Pisco pour ma maîtrise, mais en fait, par la suite, on a regardé aussi les 5 autres bassins qui sont là pour essayer d'étendre nos conclusions. Donc, on a choisi des bassins très différents au niveau de leurs caractéristiques, position, régime d'écoulement, superficie. Mais les résultats que je vais présenter ici, c'est vraiment sur le bassin Cagna-Pisco. Donc, les stratégies de calage, on a commencé avec la stratégie qu'on va appeler calage traditionnel, qui est en fait la stratégie qui est utilisée actuellement à l'opérationnel à Hydro-Québec. Donc, c'est vraiment de fournir les précipitations observées, les températures observées au modèle qu'on a pris. Nous, c'était HSMI. HSMI vient nous stimuler un débit qu'on va comparer au débit observé avec la fonction du Nash. Donc, ça, c'était notre stratégie pour se comparer, en fait. La première qu'on a développée utilise les données de l'Atlas du Canada. Donc, on s'est servi des cartes de l'Atlas pour avoir un bilan pour l'évapotranspiration. Donc, la carte ici, c'est le bilan de l'évapotranspiration sur les précipitations observées. Donc, en prenant ces valeurs-là, comme par exemple pour le bassin Cagna-Pisco, on a un rapport d'environ 25 %. Donc, avec une contrainte, on a été forcer notre modèle à respecter ce bilan-là. Donc, on garde le même objectif sur les débits, mais on met une contrainte, un seuil d'acceptabilité du respect du bilan de l'Atlas. La troisième, cette stratégie-là, on va l'appeler calage traditionnel avec ETR. Puis la troisième stratégie est un peu plus complexe. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé 2 fois HSMI en parallèle. Donc, avec le même jeu de paramètres, on a évalué notre fonction objectif de la même façon qu'auparavant. Donc, précipitation, température observée, on simule un débit qu'on compare avec notre débit observé, on calcule notre objectif de la même manière. Donc, on cherche encore à simuler les débits le mieux possible. Mais en parallèle, le même jeu de paramètres va être testé encore avec HSMI, mais avec les précipitations et les températures du modèle régional canadien du climat. Donc, il y a un débit qui va être simulé, mais on ne va pas le considérer. On va juste considérer, en fait, la modélisation de l'évapotranspiration. Donc, on va chercher à recentrer notre cycle d'évapotranspiration annuel
Donc, en fait, c'est qu'on essaie avec HSMI de copier la modélisation de l'évapotranspiration qui est modélisée par un modèle climatique. Donc, si on prend ici la variable QFS, qui est l'évapotranspiration stimulée par le modèle climatique, donc on a notre cycle annuel moyen. Puis, nous, en fait, on a mis une contrainte avec un critère de Nash-Sutcliffe encore pour respecter un peu comme les débits. Donc, on met un critère pour que le cycle soit bien représenté. Mais on sait que le Nash-Sutcliffe a tendance à accorder plus d'importance aux hautes valeurs. Donc, on a séparé en 2 saisons. Puis, en fait, pour faire ce calcul-là, on s'est servi de la valeur des flots. Donc, on a pris la moyenne d'évapotranspiration, on a pris la moitié, puis on a séparé nos saisons de cette façon-là. Comme ça, on sait que dans le nord, par exemple, les saisons ne vont pas être séparées à la même place qu'au sud. Donc, avec cette méthode-là, on vient s'affranchir de la relation de saison avec les dates. Donc, on a mis deux contraintes, un H sur la période hivernale, un H sur la période estivale, puis avec un seuil d'acceptabilité. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est les débits sur les températures précipitations observées. On ne change pas, mais on vient orienter la recherche pour une meilleure représentation de l'évapotranspiration. Donc, au niveau mathématique, on a utilisé l'algorithme d'optimisation MADS, qui en fait, MADS est pensé pour optimiser des simulations de type boîte noire qui sont coûteuses à évaluer, qu'on n'a pas de données au niveau des dérivés. Donc, c'est un algorithme qui est pensé pour les problèmes comme celui auquel on avait affaire. Puis donc, MADS, comment il fonctionne, c'est qu'il part d'une solution de départ, puis il va évaluer sur une grille virtuelle un certain nombre de points. Donc, il évalue la fonction objectif à tous ces points-là. Puis, s'il y a une amélioration, le point courant va être déplacé dans le sens de l'amélioration, puis des nouveaux points vont être testés. S'il n'y a pas d'amélioration, la grille va se raffiner, puis en fait, il y a encore des nouveaux points qui vont être testés pour essayer de raffiner la recherche quand on est dans une zone de minimum. Donc, on a choisi de procéder en mono-objectif. Les contraintes qu'on a placées auraient pu être traitées en multi-objectif, mais c'était vraiment un choix méthodologique de procéder en mono-objectif. Je vais vraiment vous parler des deux options qui ont eu le plus grand impact sur ma recherche pour des contraintes de temps. Donc, on a choisi de lisser la fonction. On sait que la fonction est très bruitée. Puis, étant donné que, tant au niveau des paramètres que de la fonction objectif, d'aller creuser dans des petites poussières de décimales, on a vu que ça n'avait pas d'impact sur la solution finale. Donc, on a lissé tant au niveau de la recherche, au niveau des paramètres. Donc, on a gardé moins de décimales, mais au niveau de la fonction objectif aussi. Puis, ce lissage-là, ça nous a donné des résultats significativement meilleurs, mais une réduction du temps de calcul de 80 %. Donc, l'algorithme a vraiment performé mieux après le lissage parce que, bon, il restait moins coincé dans tout ce bruit. Puis, on a aussi choisi d'utiliser la VNS que je vais vous présenter tout de suite, qui est la Variable Neighborhood Search. En fait, c'est une méta-heuristique de Mladenovic et Hansen qui a été développée en 1997, puis qui a été intégrée à MADS en 2006. Puis, en fait, cette méta-heuristique-là vient vraiment se coupler avec MADS pour permettre de s'échapper de la zone d'attraction d'un optimum local, puis de passer d'une section à l'autre d'un domaine fragmenté. Donc, quand on a notre espace de recherche, en rajoutant des contraintes, on vient éliminer des zones de notre espace de recherche. Puis, en utilisant la VNS, c'est qu'on peut sauter d'une zone réalisable à l'autre. Puis, en fait, l'ajout de la VNS, ça nous a donné des valeurs de Nash en moyenne de 12 % supérieures à ce qu'on obtenait avant. Donc, au niveau des résultats, on a effectué 50 calibrations pour chacune des 3 stratégies de calage. Donc, en premier, vous avez le calage traditionnel, le deuxième calage traditionnel avec contrainte sur l'ETR, puis la troisième, c'est le calage parallèle. Donc, au niveau du calage traditionnel avec ETR, ici, la performance du modèle au niveau de la modélisation du débit, mais aussi de la modélisation de l'ETR, était assez équivalente, mais les solutions étaient plus resserrées. Donc, on observait ça ici parce que pour le bassin versant Cagnapisco, les données se trouvaient déjà dans l'intervalle du bilan donné par l'Atlas. Donc, pour certains bassins où les données étaient vraiment loin du bilan de l'Atlas, ces résultats-là étaient un peu différents.
Puis on peut voir au niveau du calage parallèle, donc que les solutions sont quand même moins bonnes, mais qu'en validation, cet écart-là est moins grand. Puis en fait, on s'est intéressé à savoir si les données extrêmes étaient les mêmes en calibration puis en validation. Puis en faisant ça, ce qu'on a remarqué, c'est que, bon, au niveau du calage traditionnel, il n'y avait pas de corrélation vraiment entre calibration et validation. Même chose au niveau du calage traditionnel avec ETR, mais quand on regarde le calage parallèle, on avait vraiment une forte corrélation entre la qualité des solutions en calibration et en validation. Puis donc ça, c'est pour le bassin Kaniapisco, mais tous les bassins qu'on a testés, c'était des corrélations au-dessus de 0,9. Donc ça, ce que ça nous dit quand on regarde nos solutions, c'est qu'en choisissant la meilleure solution en calibration, on s'assure d'avoir la meilleure en validation, puis cette solution-là est très comparable avec celle des autres solutions au niveau de la modélisation des débits. Puis en fait, c'est que sur les 5 autres bassins qu'on a testés, cette solution-là était toujours meilleure que toutes les autres solutions. Donc ce qu'on obtenait, c'était une meilleure modélisation de l'évapotranspiration, puis une meilleure modélisation des débits en validation. Donc ici, il y a les cycles annuels moyens de l'évapotranspiration pour chacune des 3 stratégies. Donc ici, le calage traditionnel, puis le calage traditionnel avec ETR, comme je l'ai mentionné tantôt, les résultats sont assez semblables, puis on peut voir que les 50 calibrations sont assez dispersées. Tandis que pour le calage parallèle, nos solutions sont vraiment resserrées. Puis on peut voir, surtout pour l'hiver, ici, on avait vraiment une modélisation absente. Puis on a réussi à aller chercher l'évapotranspiration de la période hivernale avec notre méthode. Donc si on regarde la même information, mais en box plot du 1 moins le critère de Nash-Sutcliffe, donc ce qu'on veut, c'est 0. On voit qu'au niveau de l'été, les différences sont quand même pas très grandes, mais les solutions en parallèle sont très resserrées. Mais si on regarde au niveau de l'hiver, pour le calage traditionnel et traditionnel avec ETR, l'utilisation de la moyenne serait plus pertinente que la modélisation qui est faite. Donc vraiment, ici, on a réussi à aller chercher un 0,3, donc un 0,7 de critère de Nash au niveau de la modélisation de l'évapotranspiration. Donc finalement, si on regarde en contexte de changement climatique, si on veut regarder le changement de TR, donc la ligne en pointillé, c'est la valeur obtenue par le modèle climatique. Si on regarde pour les stratégies traditionnelles puis traditionnelles ETR, on voit vraiment qu'il y a une surestimation du changement qui est très importante. Puis notre stratégie de calage en parallèle, même si l'écart reste encore présent, il se resserre quand même sur la valeur des modèles climatiques. Puis donc en conclusion, les contributions de notre projet, c'est qu'en fait, on a réussi en utilisant l'algorithme MADS avec une connaissance du problème, on a réussi à vraiment adapter son utilisation puis à l'utiliser de façon à obtenir de meilleurs résultats. La méthode de calage qu'on a développée permet une paramétrisation qui donne une meilleure solution en validation pour la majorité des bassins qu'on a testés. Le cycle de l'ETR est plus réaliste autant en temporalité qu'en amplitude. Les bilans hydrologiques sont plus près de ceux des modèles climatiques lorsqu'on l'utilise en changement climatique. Puis, quand on regarde les cartes les champs spatiaux de changement hydrologique sont vraiment plus uniformes avec la méthode de calage parallèle que, par exemple, avec la méthode de calage traditionnelle. Au niveau des limitations, des améliorations, donc, une des limitations, c'est que la méthode a vraiment été développée pour un contexte de changement climatique. Mais comme on voit, c'est qu'en validation, les débits sont aussi bien modélisés. Donc, elle pourrait être adaptée pour une utilisation à l'opérationnel. On pourrait aussi essayer d'adopter les processus qu'on va modéliser pour qu'ils soient plus adaptés pour les besoins de l'opérationnel. On a fait des hypothèses liées à la validité des données de l'Atlas, puis aussi de la simulation qu'on a choisie pour AFT. Mais au niveau des améliorations, c'est qu'on pourrait rajouter plusieurs scénarios climatiques, plusieurs processus hydrologiques. Donc, on peut encore vraiment travailler. Cette méthode-là, en parallèle, elle permet de rajouter non seulement une, mais 2 ou 3 processus hydrologiques en même temps. On peut ajouter des données futures, donc elle est très flexible. Puis, elle nous a permis, quand on l'a appliquée, ça nous a permis de découvrir une problématique liée à la partition pluie-neige qui n'avait pas été remarquée auparavant.
Donc, ça, c'est des travaux en cours pour essayer de modéliser la séparation des phases de façon plus juste. Donc, voilà. Merci.